Je vais commencer ce webinaire. C'est le premier d'une série de webinaires que l'on va programmer dans les semaines à venir à la Chambre de commerce. On commence par le digital. On aura la semaine prochaine un autre webinaire sur une problématique plutôt de développement durable, de mondialisation et l'impact de la crise sur ces aspects-là. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le digital le jour d'après. Quand j'ai monté ce programme, enfin, l'idée c'était qu'est-ce que je peux faire sur le digital. Le digital le jour d'après, ça m'est venu tout de suite. On était à peu près on était un peu sur la fin du confinement et je sentais arriver vraiment une lame de fond, que ce soit du côté, surtout du côté consommateur et sur ce que les entreprises devraient adopter comme posture. Alors, pour que vous compreniez encore plus un peu la genèse de ce webinaire, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne viennent pas, par exemple, dans nos conférences, mon boulot, normalement, mon boulot d'avant, et ce sera aussi mon boulot d'après, c'est d'accompagner les entreprises en matière de digital. Donc, on organise à la CCI un super programme de conférences, les conférences performance numérique, qui ont lieu toutes les semaines. Donc ça, c'est une grosse part de mon activité. L'autre part, c'est de conseiller les entreprises en matière de digital. Donc ça, c'est mon ADN. Arrive le confinement et j'ai un peu oublié le digital, même pas un peu, même beaucoup, parce que j'ai piloté la cellule de crise de la CCI pendant toute la période de confinement. Donc le digital était loin, mais j'ai été immergé dans l'accompagnement et le pilotage de cette cellule qui aidait les entreprises qui étaient en difficulté. On a eu une centaine d'entreprises qui nous sollicitaient, avec pas mal de cas de détresse chez des dirigeants et des dirigeantes. Et ça m'a, je veux dire, j'ai oublié le digital, mais il était toujours là. Et comprenez que ce webinaire, pour moi, il est vraiment à la croisée de ces deux parcours, mon parcours d'avant, qui sera aussi mon parcours d'après, impacté par ce qui nous est arrivé à tous. Et qui n'est pas fini, qui va avoir des répercussions, on le sent, pendant longtemps. Donc voilà, c'est un peu la logique, la genèse du fait que je fasse ce webinaire. Je ne pouvais pas passer à côté, je suis un observateur du digital depuis pas mal d'années, depuis 20 ans à la CCI quasiment, depuis 20 ans à la CCI. Et je ne pouvais pas passer à côté de réfléchir à ce que cette crise va induire dans la nécessaire adaptation des entreprises à leurs clients. Le client a changé, qu'est-ce que doit faire l'entreprise? C'est complètement ce que je vais essayer pendant une heure de discuter avec vous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, et afin de ne pas l'oublier, j'avais mis à la fin, je me suis dit à la fin, tu vas l'oublier, tu seras à l'arrache. Donc, tu vas le mettre plutôt au début. On a monté une cellule de crise qui a accompagné beaucoup d'entreprises. Essayez de couper, je vais couper vos micros parce qu'il y a de mauvais retours. Donc, on a accompagné des entreprises en difficulté. Maintenant, on voit qu'on a moins de sollicitations d'entreprises en difficulté. Par contre, la CCI, elle doit être présente dans ces moments-là, présente auprès des commerçants, présente auprès des boîtes de tourisme, et avec des prestations d'accompagnement qui sont des prestations d'accompagnement qui doivent prendre en compte les difficultés des entreprises à l'heure actuelle. Donc, comment est-ce que je vais me déconfiner? Est-ce que mon commerce est aux normes? Mon restaurant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Donc, on a monté des prestations qui seront gratuites et qui consisteront à aider les entreprises dans cette phase suivante, la phase de déconfinement, qui a déjà commencé pour pas mal de boîtes. Et pour tout vous dire, on est aussi en train de préparer des prestations qu'on qualifie de prestations de rebond, donc des prestations qui ont comme vocation d'aider les entreprises à rebondir. Par exemple, moi, dans mon domaine, j'ai mis en place 2 prestations
une prestation pour aider les entreprises en matière d'e-commerce. Hein, on va le voir tout à l'heure, l'e-commerce, c'est un des grands gagnants de cette crise. Les entreprises qui peuvent y aller doivent y aller, mais avec des difficultés de trésorerie, avec moins de moyens, doivent aller vite. Donc, j'ai mis en place une presta e-commerce beaucoup plus courte que ce qu'on a l'habitude de faire. Et voilà. Donc, une prestation e-commerce, une prestation sur le click and collect pour ma part. On aura des prestations qui tourneront autour de la gestion de sa trésorerie. Hein, la trésor, c'est une des premières difficultés pour laquelle les entreprises nous ont sollicité sur cette période de crise. Donc voilà, le message, je ne vais pas passer plus de temps, mais on conserve bien sûr toutes les prestations qu'on faisait avant, hein, les accompagnements sans trop de contraintes qu'on pouvait faire avant, sans trop de contraintes ni de temps ni de trésorerie. Là, on a repensé notre offre pour la compléter avec des choses qui sont, à mon avis, plus raccords avec les capacités des entreprises à l'heure actuelle, quoi. Donc, sachez-le, faites-le savoir. La CCI est là et les boîtes, on va les aider, quoi. Parce que je vous apprends rien, hein, les boîtes sont pas très très bien et voilà, donc on a intérêt d'être présent à leur côté, quoi. Bref, allez, on rentre dans le vif du sujet. Frédéric, on peut mettre l'image en plein écran? Pardon? On peut mettre l'image en plein écran sans avoir la suivante, nous? Ouais, je peux le faire, ouais. Vous préférez comme ça? C'est bon comme ça? Est-ce que vous voyez ça, là? Là, c'est bon, là. Est-ce que ça, vous le voyez, là, que je bouge? Beaucoup mieux, c'est bien. Je ne sais pas si… je vais me mettre ça sur le côté pour pas que ça vous dérange. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez la liste des participants? Oui. Ouais. C'est chiant, ça. Hein, c'est pas génial. C'est pas génial. Bref, je ne suis qu'un observateur. Ouais, j'ai mis ça en préambule. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je vis dans le digital depuis une trentaine d'années. J'observe les comportements des entreprises et cette crise est arrivée. Et vraiment, pour moi, il y a une équation à résoudre. Je vais couper ce micro-là. Il y a une équation à résoudre. C'est comment les entreprises, est-ce que les entreprises déjà doivent s'adapter ou est-ce qu'en fait, ça n'a rien changé? Et vous allez voir dans mon propos introductif, basé sur des enquêtes, vous allez voir que les entreprises ont des choses à changer. Peut-être pas toutes. Il y en a qui sont beaucoup plus impactées que d'autres. Vous doutez que les commerçants de détail indépendants sont beaucoup plus impactés que, je sais pas moi, les industries globalement, beaucoup ont continué à tourner. Des problématiques d'approvisionnement en matières premières, des problématiques de ressources humaines, tout le monde n'est pas disponible, les gamins à garder, ainsi de suite. Mais les plus impactés, vous le savez, ce sont les commerçants de détail et le tourisme. Je pense que dans le fond, mais ça ne regarde que moi, dans le fond, le commerce de détail indépendant, c'est vraiment la typologie d'entreprise la plus impactée. Pourquoi indépendant? Parce que ceux qui sont rattachés à une franchise, ça va aller mieux. Les indépendants, ils sont plutôt seuls. Ils bénéficiaient d'un avantage par rapport notamment à l'e-commerce, par rapport à Amazon, c'est ils sont dans la rue, on peut venir essayer les chaussures, on peut venir essayer les fringues, on peut venir toucher le produit. Vous voyez tout de suite le gros changement qu'il y a, c'est que les gens ne veulent plus toucher les produits. Tout à l'heure, on verra, j'étais en contact avec un gros e-commerçant local qui est dans le maquillage. Il me donnait une petite information. En grande distrie, le maquillage est un des rayons qui s'est le plus cassé la gueule sur ces dernières semaines. Lui, il n'a jamais fait une période comme ça, une période exceptionnelle. Donc, il y a plein de commerces qui auront des problèmes parce que les gens ne voudront pas prendre un risque. Alors, peut-être que ça ira en s'amenuisant, et on l'espère, hein, bien sûr. Mais l'achat sans contact, pas simplement, je ne pense pas simplement bien sûr au paiement, hein, mais l'achat sans contact, c'est-à-dire l'e-commerce, le click and collect, ce sont pour moi les deux grands gagnants. Donc voilà, je ne suis qu'un observateur, relativiser mon propos. Alors mon propos, je le base quand même sur des données
factuels, notamment sur l'observatoire Harris Interactive et CTLM. Mais à partir de ça, j'ai essayé d'imaginer, je n'ai pas de boule de cristal, j'ai essayé d'imaginer ce que pourrait être la suite et donc comment les entreprises devront s'adapter. Tiens, pourquoi ça passe pas ça? Voilà. Donc mon parti pris, face à la crise, on aurait pu partir dans tous les sens. Donc moi, bien sûr, je me concentre sur la présence digitale. Pourquoi la présence digitale? Parce que c'est le véhicule de la communication et du marketing de l'entreprise. Et pourquoi ce choix? Parce que ça ne vous a pas échappé que l'urgence pour les entreprises, et spécialement en B2C, ben c'est se refaire de la trésor, quoi. On verra en 2021, quoi. En 2021, le contexte aura changé. Là, on est vraiment les vérités, c'est les vérités de la semaine, quoi. Et là, les entreprises sont mal, il faut qu'elles fassent de la trésor, il faut vendre. Donc, vous le verrez, ça sera prégnant dans tout mon propos. Mon propos ne s'adresse pas aux grandes multinationales qui pourront, je pense, peut-être plus facilement subir la crise. Moi, je pense plutôt aux petites entreprises. Plus de 90% de nos boîtes, c'est de la petite entreprise. Et elles sont toutes globalement mal. Et l'effet domino, il existe. Tout le monde le voit. Donc voilà, j'ai ça en tête. Aider les boîtes à se refaire de la trésor et à vendre. C'est fondamental. Alors, attendez, il faut que j'accepte. Non, apparemment, c'est passé. Donc, je me suis basé sur une enquête, essentiellement sur une enquête. C'est un sondage qui a été fait par Harris Interactive et l'Observatoire du CTLM. Ça a été fait pendant la période du confinement, sur un échantillon de 1005 personnes. Donc, j'attends le 3e épisode. C'était le 2e épisode, ils en ont fait un au début. J'attends le 3e épisode, mais on sent des tendances. On sent des tendances. Alors, ça, c'est un peu la structure de tout ce qu'on va voir ensemble. On va d'abord parler du nouveau client. Ensuite, on va parler des valeurs de marque. Il y a un changement sociétal qui est en cours. Il était préexistant à la période Covid, hein, mais il va énormément s'accentuer et l'enquête qu'on va voir tout de suite nous le montre. Après, j'ai fait un petit chapitre sur la crise comme révélateur. Cette crise, elle a révélé des manques. Des manques en termes de communication, en termes de conversation avec le client, des manques en termes de système d'information qui ne permet pas de s'ouvrir à l'extérieur, qui ne permet pas de faire du télétravail, qui ne permet pas à l'entreprise, aux dirigeants d'accéder à ces dossiers parce que ces dossiers n'ont pas été numérisés. Les dossiers papier, ils étaient dans l'entreprise et ce n'était pas simple de pouvoir les avoir. Donc la crise comme révélateur. Ensuite, un autre chapitre, pour moi, la guerre est ouverte. Une guerre de la communication, une guerre des prix qui a déjà commencé. Et ça ne va pas être simple pour les petits. Les petits commerçants notamment, qui sont peut-être moins à l'aise avec le fait de pratiquer d'énormes remises. Hein, on a vu Jiffy qui vous promet, qui propose 50% de réduction en bon d'achat sur tout le magasin, quoi. Donc, les gros vont pouvoir déclencher cette artillerie lourde. Les petits, comment est-ce qu'ils vont faire, quoi? Comment est-ce qu'ils vont faire? Après, gros chapitre, on parlera des postures. C'est quoi les postures pour s'adapter à ce nouveau client? Hein, et on verra que le digital est ultra présent, l'e-commerce, le click and collect. Et on essaiera de voir pour différents profils, commerçants, restaurateurs, hôteliers, quelles peuvent être les adaptations. Et en dernier lieu, on se fera les flops et tops, enfin, surtout un flop et quelques tops pour finir de façon positive. Alors, cette enquête, je ne vais pas vous balancer des kilos de statistiques et de graphiques, c'est assez imbuvable dans un webinaire, mais j'essaie de retenir des indicateurs forts. J'ai changé, on a tous changé, on est tous inquiets. 91% des Français sont inquiets pour l'économie française. Donc, vous voyez ce que sous-entend l'inquiétude. L'inquiétude sous-entend, et on le verra juste après, que mon devenir, le futur, je ne sais pas trop. Donc, je vais épargner. Donc, je ne consomme pas. Et ce phénomène d'avoir peur du futur, de limiter sa consommation, si vous le cumulez avec un autre phénomène limitant la consommation qui est la frugalité. On le sentait, ça commençait à apparaître, ça a été encore accentué durant cette période.
tout le monde, beaucoup de gens, beaucoup de Français se mettent sur une trajectoire de frugalité dans leur consommation. Donc, je suis inquiet, donc je vais plutôt épargner. Et pour des raisons sociétales, je pense aller vers plus de frugalité. Donc, on sent qu'il va y avoir une consommation plutôt à la baisse, ce qui n'est pas une très, très bonne nouvelle. J'ai changé, tu as changé. Le Made in France, 83% des Français déclarent vouloir consommer plus de Made in France. Alors, on consomme Made in France quand on peut, hein, je ne suis pas dupe. Malheureusement, beaucoup de produits alimentaires ou autres vont être un peu plus chers quand ils sont Made in France. Ça, personne n'est dupe. On sait, alors, il y a des stats sur la consommation bio qui disent que globalement, on est bio jusqu'à 25% de tarifs supplémentaires, mais au-delà, on oublie un peu son côté bio. Je n'ai pas du tout de statistiques sur le Made in France et combien les Français sont capables de payer en plus pour avoir du Made in France. Mais ce Made in France, il participe à la rassurance de ma consommation, d'une part. Donc, a priori, quelque chose de plus sain. Et il participe d'une espèce d'élan collectif à aider les entreprises. Ça, on l'a bien senti. La France s'est pas mal resserrée autour de certaines valeurs. Et ça, c'est un point plutôt positif. Là, regardez, j'ai fait une recherche avec Google Trends, Google Tendances de recherche. Et j'ai été chercher, donc c'est un outil qui nous donne les évolutions des recherches, les évolutions des recherches d'un mot ou d'une expression dans Google. Pour ne pas avoir l'effet masque qui était très très présent, beaucoup de gens cherchaient des masques Made in France. Donc j'ai cherché Made in France en enlevant les recherches qui concernaient les masques. Et là, on le voit clairement, quoi, hein. Alors bien sûr qu'on a eu des pics à Noël. Et là, on sent que les recherches, alors qu'elles n'étaient pas fondamentalement importantes l'année dernière, les recherches Made in France augmentent. Donc ça, il faut l'avoir en tête. On le reverra tout à l'heure dans les valeurs de marque. Mais le Made in France est une valeur de plus en plus porteuse. Il a changé, elle a changé. 57% des Français déclarent que beaucoup de choses vont changer dans leur mode de vie après le confinement. 53% pensent aller vers plus de frugalité dans leur consommation. Ce qu'on constate, les plus jeunes, pendant cette période de confinement, ont eu une grosse frustration à ne pas consommer. Et eux, la frugalité, ça leur passe un peu au-dessus. Mais sur le fond, on va dire à partir, je crois, de 35 ans, tout le monde pense tendre vers plus de frugalité. Hein, peut-être qu'on est passé dans une autre ère de la consommation, plus raisonnée, moins effrénée, Merde, vous avez compris. Donc, on a pris de la hauteur par rapport à notre consommation, quoi. Alors ça, on le voit là sur l'aspect frugalité et on va le voir sur d'autres aspects tout à l'heure. Il a changé. Alors ça, vous ne le voyez pas trop. Là, vous allez mieux le voir. Il a changé. Il est flippé. 81% des Français sont inquiets pour la santé de leurs proches. 66% pour leur propre santé. Ça explique beaucoup de choses. Hein, vous entendez, je pense, comme moi, beaucoup de gens disent « Non, moi, je ne veux plus aller dans les gros supermarchés. » Pourquoi? Parce que j'ai une peur sanitaire, quoi. Et ça, mine de rien, c'est très impactant. Bien sûr que vivement qu'il y ait un vaccin contre le Covid et qu'on puisse oublier tout ça et reprendre nos embrassades et nos habitudes et le fait d'aller faire du shopping et de serrer la main à son commerçant, ainsi de suite. Pour l'instant, on n'en est pas là, quoi. Le Français est flippé. Alors, il est évident qu'on est sur des statistiques et ce sont des tendances que je vous donne. Vous trouverez plein de contre-exemples de gens qui ne sont absolument pas flippés. Nous avons changé. L'achat en ligne gagnant. Tous les indicateurs le montrent. 31% de Français ont envisagé, durant le confinement, la livraison à domicile. 17% pour la première fois. Et globalement, fin de confinement, qu'est-ce qu'on constate? Que 10% de Français sont devenus des acheteurs e-commerce, alors qu'ils ne l'étaient pas. Alors que, remettons-nous dans un contexte,
on était plutôt sur une défiance par rapport à l'e-commerce. L'e-commerçant va m'arnaquer, je vais mettre mon numéro de carte et je vais me le faire pirater. On était plutôt sur la défiance, même si ça se réduisait un peu. À l'heure actuelle, on serait presque sur de la défiance face à mon commerce avec contact, mon commerce physique. Donc voilà, l'achat en ligne gagnant. On espère, je ne pense pas qu'il y ait de dirigeants d'Amazon qui soient avec nous aujourd'hui, mais on espère que le gagnant, ça ne sera pas Amazon. On espère que nos petits commerces pourront aussi être des gagnants de cette envie du commerce. Oui, vas-y, Marie. Quand tu parles, je ne sais pas si… Moi, je me balade beaucoup à Bayonne en ce moment, vu la proximité du truc. Et quand tu parles des gens qui… il ne faut pas oublier cette population de seniors qui ont vu personne pendant le déconfinement, qui se ruent dans les magasins et qui vont chercher ce lien qui manque. Et je pense que cette population-là, il va falloir la travailler, l'éduquer. On fait comment avec eux? Ouais. Il y a aussi beaucoup de seniors. Je pense à mon père là, qui est à 100 mètres au-dessus. Là. Mon père ne veut plus sortir de chez lui. Mon père est venu voir son arrière-petite-fille dimanche dernier. Hein, je suis grand-père depuis 2 mois. Et mon père, avec son masque, il est flippé. Il ne veut plus sortir de chez lui. Et sa consommation, qu'on le veuille ou non, ben, c'est comme ça. C'est Amazon. Pour une raison de sécurité sanitaire. Et d'une part, il est très flippé. Et pour d'autres raisons qui sont liées à la plateforme d'Amazon, qui l'ultra rassure. La réussite d'Amazon, c'est une gamme énorme et une ultra rassurance du client et des process très très simples. Mais alors là, on va Oui. Pardon, mais alors là, on va à l'encontre de la volonté de consommer. C'est pas ces mêmes gens qui veulent consommer 100% made in France. Mais les vérités, mais attends, tu peux consommer 100% made in France sur Amazon. Amazon, c'est aussi et avant tout une marketplace où le producteur made in France, ça serait pas mal qu'il y soit, quoi. Surtout s'il n'a pas d'e-commerce à l'heure actuelle et qu'il veut aller rapidement. Non, et de toute façon, tu as raison, Marie. Il y a plein de vérités derrière tout ça. Il y a plein de vérités. Donc voilà, là, je vous donne un patchwork de vérités. Il n'y aura pas une seule vérité. Attendez, je regarde s'il n'y a pas de gens dans la salle d'attente. A priori. Marie, ton micro. Merci. Regardez quelques stats. Ça, ce sont les recherches d'Amazon sur le web. Là, on est dans la période confinement. On débute la période confinement. On n'avait pas ce pic l'an dernier. J'ai ma souris qui m'ennuie. C'est assez désagréable. Hein. Je ne peux pas sortir du slide. Hein. C'est quoi ce beans? Attendez, j'ai un petit problème technique. Je ne peux plus faire de clic droit. Voilà. Même chose chez Zalando. Hop, là, on est sur Zalando qui est une grosse boutique en ligne de fringues. Gros pic. Mano, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un gros e-commerçant qui a dû arriver, je pense, il y a à peu près 2-3 ans, qui est spécialisé dans le jardin, la maison, le bricolage. Regardez ce pic. Ils doivent être très contents chez Mano. La recherche du mot drive sur Google, même chose. Alors, oui, on est dans le pic du confinement, mais plein de gens auront découvert ce principe qui leur fait gagner du temps, qui a plein d'avantages. Et il en restera des choses, évidemment. Vous avez changé. Priorité à l'épargne. 53% des Français déclarent vouloir ralentir leur consommation. 72% sont inquiets pour leur pouvoir d'achat et leur épargne. Et la priorité épargne, elle sera présente chez 80% des personnes interrogées par cette enquête. Donc, vous voyez les sous-entendus. Je vais épargner, donc je vais moins consommer.
et ça se cumule donc avec cette volonté de frugalité chez certains. Hein. Ils ont changé. Priorité famille, vous devez le ressentir. Je pense que ça a aussi été votre volonté au sortir du confinement. C'est un recentrage sur la famille. Un recentrage sur ses achats, des achats qui sont liés au foyer, qui sont liés à la maison, la déco, le jardin, les ustensiles de cuisine. Et 80% donc déclarent vouloir se concentrer sur leur famille au déconfinement. Bien sûr qu'il y aura aussi là un effet avec des chiffres qui vont s'amenuiser, bien entendu. Mais on sent qu'il y a une tendance qui est là, quoi. Donc, à travers ces quelques chiffres-là que j'ai extraits, qu'est-ce qu'on sent? Ce nouveau client, une consommation sans contact, il a peur d'aller dans les commerces. Le cœur, pour moi, c'est une consommation qui va tendre vers du moins, du mieux et du local. Un consommateur qui va plus épargner que consommer, un consommateur qui s'est découvert une confiance dans l'achat online et un consommateur qui se recentre sur le noyau familial. Donc voilà, si je devais faire un résumé de toutes ces enquêtes que j'ai utilisées, vous l'avez à peu près là. Attendez, il faut que j'accepte quelqu'un, c'est fait. Attendez, je vais arrêter avec le pointeur. Stylet surligneur. Je ne peux plus accéder. Ah. Ok. Stylet surligneur. Non. Bon. J'en ai profité quand même. On fait de super enquêtes à la CCI. Et on a fait régulièrement pendant la période de confinement. On a fait des enquêtes en gros de santé, pas de bonne santé, de santé des entreprises. Une enquête qui était régionale et avec des prismes, des focus bien sûr sur le Pays Basque. L'intégralité de l'enquête, vous pouvez la retrouver sur le site CCI. Hein. Vous allez dans l'espace Covid, vous retrouverez tout ça. J'ai retenu surtout un chiffre qui m'a un peu stupéfait sur le fait que les entreprises ont bien conscientisé ce nouveau client. 84% des entreprises du Pays Basque déclarent comme frein lié à la demande, elles ressentent cette baisse de la demande venant de la France et liée à des changements de comportement et d'habitude d'achat. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les entreprises sont en veille sur ce nouveau client. Alors, je ne vais pas vous passer en revue les autres indicateurs, hein, ils sont hors sujet dans ma présentation d'aujourd'hui. Mais voilà, les entreprises ressentent qu'il y a une baisse de la demande et le coup suivant, bien sûr, quand on le ressent, quand on fait ce constat, ben, c'est qu'on s'adapte. Autre chiffre, hein, mis en perspective par ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est cette volonté chez quasiment, chez un peu plus d'un quart des entreprises d'envisager de relocaliser localement et durablement une partie des approvisionnements. Donc, je pense que les messages qu'envoient globalement les consommateurs au monde économique sont plutôt clairs. Moins, mieux, local. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, oui, bien sûr que cette crise, elle est horrible. Des dizaines de milliers de foyers endeuillés. Mais grâce, c'est très délicat de dire ça, hein, mais grâce à cette période, je pense qu'on va contraint et forcé vers du mieux. En tout cas, je l'espère. Et je vous répète, peut-être que je le vois avec ce prisme-là parce que je suis un optimiste convaincu et indécrottable. Les valeurs de marque qui en découlent, elles sont évidentes une fois que vous avez eu le portrait de ce nouveau client. Alors, les valeurs de marque, une marque ne va pas non plus changer son ADN. Mais quand on voit un peu ces tendances de consommation, ben, je pense que beaucoup d'entreprises devraient réfléchir à pas mal de choses, notamment les clients prêteront encore plus attention à la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, tous les aspects sécurité des salariés,
il faudra communiquer là-dessus. Tous les aspects de circuit court, tous les aspects de Made in France qu'on a pu voir. Il faudra certainement pour des entreprises repenser leur ADN. Ça veut dire repenser leur offre peut-être. C'est repenser leur chaîne de valeur. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Un quart des entreprises au Pays Basque veulent rapatrier de l'approvisionnement, avoir quelque chose de beaucoup plus local. Et bien sûr, il faudra adapter sa communication. Donc, on ne va pas non plus faire croire des choses aux consommateurs, mais une entreprise à l'heure actuelle qui voudrait être raccord, pas simplement dans sa com, mais être raccord dans sa proposition globale, il faut qu'elle tienne compte de ce client qui a changé. Oui, tout le monde n'a pas changé, mais il y a une tendance, il y a un virage. Ce n'est pas un virage à angle droit, c'est une inflexion, mais une entreprise doit se préparer à être raccord avec ce nouveau client. Bien sûr que si vous êtes dans le hard discount, je ne pense pas que vous changerez beaucoup de choses. Mais si vous êtes sur la cible qui a plutôt changé, on va dire plutôt les 30, 50, 55 ans. C'est plutôt ceux-là qui ont changé. Les seniors ont aussi changé, mais de façon différente. L'entreprise devra s'adapter. Point suivant, la crise comme révélateur. Je ne sais pas si vous avez essayé d'aller sur des drives, sur des sites de drive d'Intermarché ou autre. C'était une sombre galère. C'était une sombre galère, non seulement d'un point de vue technique. Moi, j'étais horrifié de voir la mauvaise expérience de commande qu'on pouvait avoir sur beaucoup de sites, pourtant de grands groupes. Et j'étais effaré de voir les délais d'attente pour avoir un caddie. Mon père a voulu commander sur un drive. Il a hyper galéré pour se connecter, mais il est tenace. Et il ne pouvait pas venir récupérer son colis avant une semaine. Alors, oui, il y avait des problèmes de RH dans la grande distrie pour préparer les colis, ainsi de suite. Mais voilà, ça a été, je pense, un fort révélateur des carences ou du fait qu'on avait peut-être un peu laissé pour compte globalement son système d'information. Donc, le premier point pour moi qui a été évident, c'est tous ces commerces qui n'ont pas de présence digitale, qui se contentaient simplement d'être bien placés dans une rue. Donc, je n'ai pas de présence digitale. Qu'est-ce qui se passe quand les gens ne viennent plus dans la rue? Vu que je ne suis pas du tout sur un mode de relation client avec le digital, je pense notamment aux médias sociaux dont on parlera tout à l'heure, je perds pied, je deviens complètement invisible. Et donc, par vase communicant, je laisse la place à mes concurrents qui sont visibles. Et ce client qui est versatile, peut-être qu'il va oublier des commerçants habituels d'avant, quoi. Marie. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est le manque d'éducation au digital dont beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne sont pas intéressés, parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce que justement, on ne les intéresse pas? Est-ce que ça n'arrive pas un peu de façon abrupte et est-ce que ça ne va pas être fait en dépit du bon sens et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont courir à la catastrophe? Le petit commerçant qui s'est découvert 2 mois pendant lequel il a dû être bloqué à la maison et qui a décidé de faire son site sur Shopify ou sur Wix, qui fait tout à l'aveuglette, quoi. Est-ce que ça, c'est pas dangereux aussi? Je reviens à mon propos de tout à l'heure. Faire de la trésor rapidement. Ouais. Vendre rapidement. J'évoquais cette prestation e-commerce de rebond qu'on va proposer aux entreprises. Dans un monde sans contrainte, quand j'accompagne une entreprise, on prend sur de l'e-commerce, on prend 5 jours, on va faire un vrai bon cahier des charges, on va solliciter une agence web qui va faire un truc sur mesure. Voilà, on est dans un monde entre guillemets sans contrainte. Mais ça, c'était le monde d'avant. J'espère que ce sera le monde d'après-demain. Mais le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est des boîtes qui n'ont plus de trésor, des boîtes qui doivent aller vite pour se refaire de la trésor. Donc, je vais avaler des couleuvres et les boîtes, je vais les accompagner
avec des solutions les moins chères possibles. L'accompagnement que je vais leur faire, il ne sera pas idéal, il sera très court, il sera peut-être payant, enfin, il sera probablement payant, peut-être avec une prise en charge, bref. Mais je pense que là, on va essayer de parer au plus pressé. Et le monde idéal, on en reparlera en 2021. Je pense que là, les boîtes, il faut qu'elles aillent, les commerces notamment, il faut qu'ils aillent vite. Il faut qu'ils, enfin déjà qu'ils tirent un peu des conclusions de tout ça et qu'ils survivent. Donc, je pense que la logique, c'est aller vite, quoi. Aller vite. Certains ont perdu pied et je pense que, enfin, si j'étais commerçant, moi, et niveau zéro en digital, je pense que j'aurais pas la conscience ni la trésorerie pour investir beaucoup. Donc, j'essaierai d'aller dans quelque chose de rapide. Je te mets muette, Marie. C'est fait. Là, ce que j'évoquais, des e-commerce déficients chez de gros retailers. J'ai voulu passer des commandes, je crois que c'était chez… merde, comment s'appelle cette jardinerie qui est à Bidart et à Bassu? Jardiland. Jardiland. Écoutez, c'est une grosse boîte quand même, Jardiland, non? Impossible de me connecter. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé à minuit. Il me fallait du terreau pour mes semis. Impossible de me connecter. J'espère que ces gros retailers tireront des conclusions. Ils étaient sur un mode où le digital, c'était un peu, je pense, la dernière roue du carrosse. Et je pense qu'ils auront réalisé qu'ils n'ont pas un digital en accord avec leur présence physique monde réel. Donc, oui, je dirais même que moi, j'ai commandé chez Jardiland et ils ont indiqué que les produits étaient en stock et en fait, ils ont dû me rembourser parce que les produits n'étaient pas en stock. Donc, le temps que quelqu'un m'appelle pour me dire que les produits, enfin, n'étaient pas en stock et que quelqu'un me rembourse, ça a dû se passer des centaines de fois. Donc, de ne pas avoir un outil à la hauteur, en fait, eux, ils perdent de l'argent puisqu'ils doivent mobiliser des gens pour réparer l'erreur. C'est clair, c'est clair. Merci Caroline. On vient d'entendre Caroline Phillips, observatrice très pertinente du digital, s'il en est. Le télétravail. Alors, ce n'est pas le cœur de mon propos, hein, mais le télétravail, il s'est installé. Mais il a été impossible chez beaucoup d'entreprises. Hein, des petites entreprises qui n'avaient jamais pensé à s'organiser pour travailler à distance, qui n'avaient jamais pensé à ouvrir leur système d'information à leurs nomades, à leurs commerciaux, pourquoi pas à leurs collaborateurs en télétravail. Je pense que ces entreprises se sont aperçues de leur manque et j'ose espérer qu'elles en tireront les conclusions. J'ai vu une statistique d'une grosse agence qui en fait joue le rôle d'intermédiaire entre les projets digitaux et les agences web. Et un énorme boom au niveau européen de la création de sites e-commerce et des prestations de référencement Google. Donc, ils ont constaté ça, quoi. La guerre est ouverte. La guerre est ouverte. Il faut que j'accélère. Il faut que j'accélère. Il y a plusieurs guerres. La guerre de la rassurance. Ultra rassurer les clients pour qu'ils reviennent dans mon commerce. Ceux qui le font du bout des lèvres, ça ne le fera pas. Il faut ultra rassurer mon père. Il faut en faire 10 tonnes pour le rassurer, sinon il ne reviendra pas. La guerre des offres, j'évoquais tout à l'heure Jiffy. Hein, Jiffy qui nous met un petit 50% sur toutes les boutiques pendant 15 jours. Guerre des prix et la guerre de la visibilité. Je ne sais pas, je n'ai pas eu de stats dessus, mais je suis persuadé que le coût au clic dans Google, sur certains mots-clés, il va exploser. Les entreprises, il leur faut de la trésor. Et les grosses boîtes, elles ne vont pas se gêner, quoi. Elles vont pas se gêner. Donc, ça va être dur d'être visible à cause de cette envie nécessaire des entreprises d'être visible et de rattraper tout ce qu'elles ont perdu durant la période. Je peux ajouter une petite chose ici. Tout à l'heure, on parlait des petites entreprises qui ont besoin de se créer un site web. Une fois que le site est créé, il ne faut pas oublier qu'il va falloir générer du trafic et donc retourner à ces fichiers clientèle et faire savoir qu'il y a un site. C'est fondamental.
C'est fondamental. Un site tout seul, c'est une bouteille qu'on balance à la mer. Et un site, enfin, moi j'ai coutume de dire, si tu as dépensé 10 pour ton site, ben, tous les ans, il faudrait que tu dépenses 20 au moins pour ta visibilité, quoi. Un site, presque, ce n'est rien. Sauf si vous arrivez à être très bon en référencement Google, mais c'est de plus en plus rare, quoi. Donc, il faut du budget visibilité, c'est essentiel, essentiel, essentiel. Ce que le commerçant met en achetant ce fonds de commerce dans cette rue très bien placée, il doit faire la même chose pour être bien placé dans les rues digitales. Les rues digitales, c'est Google, c'est Facebook, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, les Galeries Lafayette, vous irez voir, qui font de l'ultra-rassurance avec un système plutôt pas mal fait. De l'ultra-rassurance sanitaire, le fameux Jiffy que j'évoquais tout à l'heure. Les marketplaces, très tentantes. Hein, on y trouve tout. On a vu tout à l'heure du stat, beaucoup de recherches sur Amazon. Comment les petits vont résister à ça? Point d'interrogation. Moi, je serais commerçant dans la mesure où j'ai une offre un petit peu différenciée. Ben, j'irai peut-être faire un tour sur Amazon, peut-être, pour voir, pour essayer d'y vendre. Avec, bien sûr, les difficultés dont on a entendu parler chez Amazon, bien sûr. Je cite Amazon, mais les autres marketplaces sont aussi envisageables. Résister aux grandes marques, ça va être une difficulté pour les petits. Comment faire? Ces grandes marques qui vont mettre le paquet pour être visibles, comment les petits vont faire? Hein, je ne vous parle pas de la période des soldes qui est très problématique. Hein, ça serait bien que les commerçants, après avoir fait 0 € de chiffre d'affaires pendant des semaines et des semaines et des semaines, puissent vendre au bon prix. Ça va être dur, les soldes arrivent, quoi. Les grandes marques tiendront, je pense. Les petits commerces non agiles, non digitaux, qui basaient tous sur leur présence dans un centre-ville ou dans un centre-bourg, il faut qu'ils se posent des questions. Peut-être changer leur modèle. Donc, quelle posture? On y arrive. Les gens ont fait moins de shopping, mais ils ont continué encore à consommer. Si vous faites moins de shopping physique, ben vous faites plus de Google globalement. Parce que les interlocuteurs, les acteurs du commerce que vous connaissiez dans votre rue, dans votre ville, eh ben ils sont fermés. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans Google. Et ça veut dire de nouveaux commerces à trouver, ça veut dire de nouveaux intermédiaires et peut-être même sûrement, on l'a vu tout à l'heure, des Français vont se découvrir une vocation à peut-être un petit peu délaisser leur commerce physique au profit d'autres acteurs. Donc, mon commerce physique, qu'est-ce qu'il peut se dire? Il pourrait se dire, je vais essayer d'y être. Je vais essayer moi aussi d'investir tous ces nouveaux champs de recherche des clients. Donc, ça, c'est un fait très marquant. Et beaucoup plus dans les grandes villes que dans les petites villes. l'e-commerce gagnant. Donc, oui, tous les échos le montrent. J'ai le plus gros e-commerçant d'ici, je ne vais pas vous dire qui c'est, mais certains doivent le connaître. Il m'a appelé au milieu de la période de confinement en me disant Fred, on se gave, j'ai honte. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour aider des entreprises? Voilà, un e-commerçant qui m'appelle il avait honte de se gaver comme ça, quoi. Donc, bien sûr que c'était lié au confinement, on ne pouvait pas acheter ailleurs. Mais des gens ont découvert l'e-commerce et ils vont certainement y trouver des avantages. Hein, j'ai trouvé plein de choses. Dans mon commerce physique, je trouve moins de choses. Je n'ai pas à chercher une place de parking, je gagne du temps, ainsi de suite. Donc, ça a été un énorme révélateur de tous les avantages que le client peut retirer d'un achat e-commerce. Donc, un commerçant, il ne faut pas qu'il se dise c'est un autre monde, il faut qu'il investisse ce monde, s'il peut le faire. Il est clair que s'il vend des produits qu'on trouve partout, il n'a peut-être pas la capacité de proposer les mêmes prix qu'ailleurs, ça peut être dur chez lui. Ça peut être dur. Il peut s'en sortir en ayant une bonne relation client, en étant très remarquable dans les médias sociaux. Il peut jouer la carte du local. S'il arrive à avoir un positionnement prix qui est pas mal, ça peut être envisageable, quoi. Mais il est clair que c'est plus facile pour les gros que pour les petits. Ça, je veux dire, les crises, elles ne changent pas cet ordre malheureusement très logique des choses, quoi. Bon, je vous citais sur le maquillage, cassage de gueule en grande distrie, vente qui explose en e-commerce.
Et ça, c'est une stat que j'ai eue par un e-commerçant spécialisé dans le maquillage, mais je suis persuadé qu'il y en a eu d'autres. Hein. En gros, si je ne peux plus aller toucher ou essayer le produit dans mon magasin parce que j'ai peur, ben, autant aller en e-commerce. Voilà, je pense que c'est globalement le cheminement d'esprit des gens qui basculent de l'achat en ligne, de l'achat physique vers l'achat en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour une commerçante indépendante, par exemple? Pour moi, la priorité, c'est l'ultra rassurance sur les mesures barrières en magasin. La priorité, c'est se faire remarquer avec une page Facebook, avec un Instagram, mettre à jour sa page Google My Business, aller y mettre des produits, aller y mettre des posts, relancer sa newsletter, si tant est qu'elle a un jour digitalisé les emails de ses clients qui souvent dorment sur un morceau de papier dans un carton au fond du bureau. Je le vois très souvent, y compris en 2020. Et pour accélérer un peu le truc, même si elle n'a pas trop de trésor, un petit budget de pub Facebook, très localisé, on va dire du 64, 33, 40, pourquoi pas. Et un e-commerce, envisager l'e-commerce. Alors, je vois Caroline qui va me faire les gros yeux, mais les commerçants, ils ont une trésor qui est plutôt déficiente. Et je peste parce que qu'est-ce que je peux proposer à un e-commerçant à l'heure actuelle qui me dit « mais j'ai quasiment pas de blé pour investir dans un e-commerce ». Oui, mais ce que tu es en train de dire, ce sont les appels que je reçois tous les jours et les emails que je reçois tous les jours. Donc forcément, les agences, enfin nous, on s'est adaptés. Hein. Donc vous avez des offres. Moi j'aimerais qu'il y ait des offres vraiment pas chères. Enfin, je veux dire, le commerçant, il va pouvoir mettre 50 balles ou 100 balles par mois pour avoir un Shopify. Aller payer le juste prix une agence web pour se faire développer un site. Donc voilà, moi j'aimerais que les agences web locales, parce que ça me fait chier de rediriger vers un système un peu global, j'aimerais que les agences web puissent être présentes dans cette période-là et pouvoir proposer des offres discount à un commerçant qui ne devra pas avoir d'exigence, mais il aura un site fonctionnel. Je vous raconte, bon, je spoil un peu le slide suivant, j'ai accompagné un restaurateur pour monter son drive. Quand il a pris la décision de le monter, je l'ai redirigé sur Click and Eat. Click and Eat, c'est une solution nationale. C'est une start-up qui s'est montée. Et ils lui ont monté son système de Click and Collect en 24 heures. Aucun frais de mise en service. Il paye 10% à chaque commande. C'est digeste pour lui. C'est digeste. Mais malheureusement, une agence web, elle ne peut pas se payer avec de tels prix. Donc voilà, moi, je suis un peu gêné avec ça. J'aimerais que les agences web locales puissent être ces interlocuteurs parce qu'il y a beaucoup de demandes, c'est évident, et c'est un bon signe que les commerçants aient compris ça. Mais voilà, on n'est plus dans le monde idéal, quoi. Les trésors sont hyper contraintes, quoi. Hyper contraintes. Je suis restaurateur, pauvre restaurateur. Pour moi, priorité Click and Collect. Ils ont certainement à repenser leur organisation, ressources humaines, leur carte. Pour aller vers quoi? Peut-être des menus de la semaine, un petit système de click and collect pas cher, un petit site internet qui relaie tout ça, un relais sur la page Facebook, un relais sur l'Instagram, un relais sur une page Google My Business et là aussi de la pub localisée, quoi. On a un resto à côté de la CCI chez Marco, c'est notre cantine pour le midi. Marco était plutôt fermé le soir. Marco envisage maintenant de faire du click and collect. Il a des mètres carrés à rentabiliser, il a un investissement, il a toute sa cuisine à rentabiliser, il a du personnel à rentabiliser. Et donc, vu les mesures qui font qu'il pourra placer, entre guillemets, moins de personnes au mètre carré, comment faire? Je pense que la seule solution pour les restaurateurs, c'est se dire, c'est quoi mon métier? Mon métier, c'est faire de la bonne bouffe. Oui, ok, mon métier, c'est accueillir les gens, mais je ne pourrais pas en accueillir autant que je voudrais. Et mon modèle n'est pas pérenne. Avec la surface de restaurant que j'ai, je ne pourrais pas accueillir assez de personnes pour rentabiliser mon resto. Je pense que la seule solution, c'est le click and collect. Donc, faire de la vente à emporter, la grosse différence avec une vente à emporter classique. Un click and collect, la personne paye à l'avance. C'est quand même assez fondamental, quoi. À la vente à emporter, oui, bonjour, vous pouvez me faire ça pour 20 heures, ok. Et à 20 heures, il n'y a personne qui vient. Quand la personne a commandé et payé, au moins c'est sûr, la personne viendra, quoi. Donc moi, je serai restaurateur, j'irai là-dessus.
Il me reste 2 minutes. C'est impossible en 2 minutes de finir les slides. On va donc décaler un petit peu. Pour l'heure de l'apéro, vous prévenez vos potes, hein, ça sera décalé d'un petit quart d'heure. Je suis hôtelière, ultra rassurant sur les mesures barrières. Donc sur son site, généralement les hôteliers sont assez équipés. Hein. Communiquer ça sur sa page Facebook, communiquer sur son Instagram, sur sa page Google My Business, sur sa newsletter. Qui c'est qui écrit allez mettre sur son site. On ne voit pas tes slides en entier. On a des carrés noirs au milieu. Pardon. Merde. Veuillez déplacer cette fenêtre loin de… En fait, c'est la conversation écrite qui est au milieu. Ah bon? Vous ne voyez pas mes slides? Non, c'est bouffé au milieu. Voilà. Un carré noir au milieu. Là, est-ce que vous voyez, c'est mieux là? Ça change quelque chose? Non, il y a le carré noir au milieu toujours. Veuillez déplacer. Bon, attendez. Et c'est depuis tout à l'heure ou… c'est apparu quand Caroline a écrit un message à moi. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est sûrement ma faute, voilà. Eh ben oui, hein. Il en faut une. Ce que je vais faire, je vais arrêter le partage et le refaire. On va essayer ça. Donc là, vous devez me revoir. Et je vais à nouveau le partager. Et tu travailles au bureau ou tu es chez toi? Je suis chez moi. On favorise encore le télétravail. Hein. Nous aussi, on est tous. J'ai demandé à tous mes salariés de rester confinés jusqu'à la fin du mois. Ouais. Est-ce que là, vous voyez mieux? Parfait. Ouais, c'est mieux. Nickel. Bravo, Fred. Ouf. Bon, donc je suis hôtelière avec un peu d'imagination. Donc voilà, communiquer non seulement sur toutes ces mesures barrières qu'on a mis en place dans l'hôtel, dans les chambres, sur le personnel, ainsi de suite, mais aussi communiquer sur, en plus de tout ce que pourraient faire les structures collectives, Office du tourisme, ainsi de suite, participer à communiquer sur toutes ces choses à faire au Pays Basque cet été. Peut-être qu'il y aura moins de choses, peut-être qu'à la plage, alors je ne sais pas trop quelle est la tendance, mais on pourra faire moins de bronzing. À la limite, c'est pas plus mal. Mais au Pays Basque, il y a plein de choses à faire. Donc, donner des idées à ce client régional pour le faire revenir. Et là aussi, petit budget pub, localisé sur notre bassin de clientèle qui est plutôt 64, 33, 40. Les hôteliers, même si, bien sûr, ont été très impactés, je pense que sont beaucoup moins impactés que les restaurateurs et beaucoup moins impactés que les commerçants. Je pense que ça viendra quand la sécurité sanitaire sera là. Globalement, ça sera comme avant. Dans le commerce, je pense que le digital a passé un cap et il en restera des choses. Donc, le commerçant doit s'adapter. Là où l'hôtelier, je pense qu'on est plus dans une période transitoire. Enfin, je ne suis peut-être pas assez bon observateur du monde du tourisme, mais je pense qu'on a des gros problèmes à court terme. Il faut sauver la saison, mais je pense qu'ils s'en remettront plus facilement que les commerces. Ce slide ne devrait pas être là. Ouais, si. Là, je voulais en fait vous parler de nouvelles postures, et notamment ce continuum de conversation. On est comme les chimpanzés, on aime la conversation, peut-être plus dans notre pays que dans d'autres pays. On aime échanger avec les autres, on aime les toucher, on aime les voir. C'est ça qu'un commerçant à l'heure actuelle doit se dire. Pour résister à une éventuelle future période de confinement, ou pour continuer à être présent dans l'esprit de mes clients, il faut que j'entretienne une conversation de long terme avec eux. Et les outils pour entretenir une conversation, ils sont principalement digitaux. Ça s'appelle les réseaux sociaux. Donc, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur… On t'a perdu. Pardon? Que ce soit sur Instagram, WhatsApp, Facebook ou tous les réseaux sociaux que vous pouvez envisager, vraiment, il faut comprendre que cette coupure qu'il y a eu de conversation entre mes clients qui venaient physiquement dans mon commerce avant et mes clients et ces mêmes clients qui reviendront peut-être un jour, ça fait des semaines, ça fait des mois de non-conversation.
et le client, par nature, est versatile. Donc, entretenir une conversation de long terme, mettre le paquet sur les réseaux sociaux. Et je n'ai pas résisté à l'idée de vous parler de Cécile. Cécile Laripa. Elle me fait mourir de rire. Elle est conseillère en immobilier sur Bayonne. Elle a une page Facebook remarquable. Elle décale son message, elle est en accord avec sa cible, qui doivent être, je pense, plutôt des primo-accédants, je pense. Cécile, elle communique en faisant des vidéos délirantes. Même si on n'a rien à acheter, on a envie de regarder ces vidéos. Et franchement, j'aurais quelque chose à acheter, j'aimerais être accompagné par une telle conseillère immobilière. Cécile, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Avant, elle communiquait beaucoup. Là, elle était en train de se filmer et de rigoler avec une cliente qui venait lui acheter un truc. Et elles ont fait une petite vidéo toute marrante. Là, elle était en train de nous prévendre un T3 à Basusari. Ça, c'était avant. Habitude de communication, avant. Et très bonne habitude. Elle décale son message, elle se fait remarquer. Ça, c'est des points qui sont essentiels dans les médias sociaux. Pendant le confinement, Cécile, bien sûr qu'elle a continué. Donc, elle nous a fait, alors que là, elle était très portée sur ses offres, là, elle a pris du recul, elle nous a parlé de son univers. Et donc, elle a fait des mini-tutos comme ça, tous très, très marrants. Quid de l'immobilier après le confinement, mettre son bien en vente, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle, il peut y avoir toutes les périodes de confinement possibles. Elle sera toujours dans ce continuum de conversation avec ses clients. Elle a pris le pli, je pense que ça participe aussi, ça doit être un peu dans son ADN, mais elle a bien compris que ce continuum de conversation sur du long terme, avec les clients et les prospects, c'est gagnant. Et franchement, moi j'engage tout commerçant ou toute boîte de service à réfléchir à sa façon de faire. Ça, on va gagner du temps, on va se faire, pour finir, les flops, le flop surtout, et les tops, même si, globalement, on les a vus. Pour moi, le flop, il est là. J'étais un ardent défenseur des dispositifs digitaux en magasin qui apportent du service supplémentaire. Que ce soit l'écran tactile de personnalisation chez Milibou, que ce soit aux terrasses du port à Marseille, cette superbe table tactile d'orientation, vous avez les mêmes chez ABAB2 ou Ametsondo. Que ce soit cette table tactile de découverte de l'offre dans une agence immobilière, que ce soit ce miroir à tweet. Où il est le miroir à tweet? Tiens, j'ai un petit décalage. Ça, c'est un miroir à tweet dans une boutique Mex à Düsseldorf. Que ce soit la borne Decathlon qui s'est un petit peu cachée, là, je ne sais pas pourquoi. Une borne d'extension de gamme chez Decathlon qui permet d'accéder à toute la gamme. Je vous pose une question. Vous avez envie d'aller mettre le doigt là-dessus? Non. Et ça, je pense que… Alors, je ne sais pas si toutes ces technologies ont du plomb dans l'aile, mais moi, je n'irai pas investir là-dessus. En tout cas, c'est mois prochain, quoi. Donc ça, pour moi, c'est entre guillemets un flop. C'est un perdant dans le digital. C'est un perdant de la crise. Les tops, on les a déjà pas mal évoqués. Avoir ces tops en tête pour aller d'une part dans le sens du client et d'autre part, pourquoi pas, on ne le souhaite pas, hein, mais préparer l'éventualité d'autres périodes de confinement futur. Donc, le télétravail, on l'a évoqué. Le télétravail, il a un terreau fertile. La distanciation nécessaire, un éventuel futur confinement, une prise en compte de son bilan carbone, une preuve de l'efficacité des équipes pendant cette période de confinement. Beaucoup de directions qui étaient plutôt contre le télétravail parce qu'elles associaient le télétravail à quelqu'un qui va passer plus de temps à tondre son gazon qu'à travailler. Je pense que beaucoup de directions, et j'ai plein d'échos qui vont dans ce sens-là, constatent qu'en fait, on arrive à bien travailler et les équipes ont été super productives. Donc, je pense que les mentalités changent, les systèmes d'information doivent s'adapter, mais je pense qu'on a pris une forte tendance. E-commerce, on l'a évoqué. L'e-commerce a certainement gagné des parts de marché. Les commerçants qui peuvent, je pense aux compétences, je pense à leur gamme, je pense à leur marché, les commerçants doivent s'y engouffrer. Bien sûr, tous ne peuvent pas y réussir, c'est sûr et certain.
Mais un petit e-commerce à investissement le plus faible possible, difficulté de trésorerie en ce moment, plus une bonne communication qui se remarque, pensez à Cécile, une communication qui se remarque, eh ben, ça peut faire le job. Son pendant, alors le click and collect, c'est de l'e-commerce, hein, mais j'ai voulu faire un petit focus dessus. 48% donc, de personnes ont envisagé le drive et 19% pour la première fois pendant la période Covid. Donc le drive, c'est quoi? On achète localement, ça ne veut pas dire qu'on achète local, hein, mais on achète localement, mais sans contact. À court terme, je pense qu'il faut le faire pour plutôt plus pour conserver ses clients qu'en conquérir de nouveaux. Pour les restaurateurs, je l'évoquais tout à l'heure, c'est rentabiliser ses moyens et sa surface qui risquent de ne plus être rentables. Ou alors, les restaurateurs vont multiplier par 2 leurs tarifs. Est-ce qu'on est prêt à payer le restaurant 2 fois plus cher? Je ne sais pas. Donc, click and collect, gagnant, bien évidemment. Je suis désolé, mais Amazon est encore là. Les boutiques sans contact, plus un humain, à part quelques clients. Je pense que Amazon, qui avait surtout fait un test à Seattle avec cette boutique Amazon Go, c'est une boutique en fait où vous prenez, vous mettez dans votre sac, vous avez l'appli Amazon sur vous et ça calcule automatiquement le montant de votre ticket et le paiement se fait automatiquement dès que vous sortez de la boutique. Je pense que ces boutiques aussi risquent de se développer. Marie, elle pense à une chose, malheureusement, parce que oui, le contact avec un vendeur, oui, mais les gens sont flippés. Et malheureusement, moins ils voient d'humains en ce moment, mieux ils se portent. C'est malheureux. Ça, moi, j'aimerais vraiment que la période soit une période de lancement de portail e-commerce collectif. On a vu que ce soit raccroché à une ville, là je vous montre le portail de Bayonne Shopping, ou que ce soit des regroupements, là dans mon exemple, les Coucois, des regroupements de paysans, on a vu se monter des sites internet qui proposent de l'achat drive ou de l'achat e-commerce. Ça doit se développer. Chaque ville, chaque région, peut-être sur le Pays Basque ou sur la côte, je ne sais pas, mais fédérer des budgets, mutualiser des moyens, partager des compétences. Hein, le commerçant, souvent, il lui manque des compétences, il lui manque du budget. Ben, s'il met 2-3 pépettes dans un projet collectif qui va permettre de payer un community manager, quelqu'un qui va faire du SEO, une agence web, lui, il n'aurait pas les moyens, mais il peut peut-être s'en payer un petit morceau. Donc, j'espère et j'aimerais bien que la CCI soit présente pour lancer des projets comme ça, en partenariat avec des villes. C'est proposer aux commerçants ces nouveaux intermédiaires que représentent des portails e-commerce collectifs qui pourraient être une alternative entre Amazon et l'e-commerce en propre du commerçant. Donc, on a déjà lancé des projets comme ça qui n'étaient peut-être pas pris au sérieux comme il faut. Moi, j'aimerais qu'il y ait une espèce de démultiplié sur ce type de projet. Hein, les Coucoas qui nous vendent avec un système de drive, qui nous vendent des produits, on n'est pas en train de les désintermédier, c'est simplement un nouveau canal qu'ils mettent en place, qui est dans l'air du temps, qui va dans le sens des souhaits de consommation, qui va doublement dans le sens des souhaits de consommation. Je consomme local et je consomme, entre guillemets, sans contact. Donc, voilà. Et je rejoins la remarque c'était Christian tout à l'heure. Ne pas oublier la visibilité du portail. C'est souvent ça qui a été un peu le talon d'Achille de toutes les initiatives passées. C'est qu'on arrivait à mettre un peu de budget sur le portail, mais on oubliait qu'il fallait beaucoup de visibilité. Et un portail vide, ça ne rapporte pas beaucoup aux commerçants, quoi. Donc, je crois que j'ai quasiment fini. Bien sûr que j'ai pris trop de temps. Je finirai sur ce mot-là, hein, même si je n'aime pas la personne qui l'a prononcé en premier. Make your digital great again.